si c'est important, le leadership dans le sport, puis on présume que ça va être important dans le sport professionnel parce qu'il y a beaucoup de coachs professionnels qui parlent de ça, mais c'est intéressant de se pencher là-dessus, de dire, mais qu'est-ce qui motive les athlètes professionnels à être des leaders quand il y a cette réalité-là de se battre pour sa job? Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 115, la dynamique du football, la cohésion d'un sous-groupe et le sport professionnel avec Marc Glaude, PhD-C. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers la balado d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller auprès des entraîneurs et des organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études dans le domaine du développement des professionnels de la santé. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée parce que ça va grandement aider à propager la bonne nouvelle et à ce qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire vulgariser, diffuser la science. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif ainsi qu'à ton propre développement positif, parce que quand on partage avec les autres, on co-crée de la valeur et si vous m'avez parlé récemment, vous savez que la co-création de valeur est importante à mes yeux. En parlant de co-création, l'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement intéressant pour les personnes qui sont impliquées dans un sport d'équipe, les personnes curieuses à propos du leadership et surtout toutes les personnes impliquées dans le football. Mais je vous dirais, si vous n'êtes pas capable d'entendre parler des frères Kelsey, du football et indirectement de Taylor Swift. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que je vous invite à écouter un autre épisode parce que on parle quand même beaucoup de football parce que ça a été le sujet principal de l'étude principale de mon invité qui est Marc Glaude. En fait, au début de la conversation, on parle de l'importance d'étudier la dynamique de groupe dans le sport professionnel. Dans la suite de la conversation, on s'attarde particulièrement à l'interdépendance des positions au football et aussi brièvement dans les autres sports d'équipe comme le hockey et le soccer. Et à la fin de la conversation, on s'attarde au lien entre la cohésion et les résultats d'un groupe et même les résultats individuels. Et pour moi, Marc a été excellent à fournir des exemples concrets. Puis ça, c'est quelque chose que je vais faire davantage dans les prochains épisodes, c'est-à-dire de fournir ou d'essayer du moins de fournir des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre là, comment est-ce qu'on met certains concepts en application sur le terrain et Marc a été excellent pour faire ça et c'est probablement en raison de sa biographie. C'est-à-dire que de 2012 à 2016, Marc a joué au football pour les Carabins de l'Université de Montréal en tant que joueur de ligne offensive tout en étudiant l'éducation physique. Il a remporté la Coupe Vanier en 2014 et a été sélectionné 2 fois dans l'équipe d'étoiles à RSEQ. En 2017, Marc a été repêché par les Saskatchewan Roughriders de la LCF, mais les blessures ont mis fin à sa carrière. Il est ensuite devenu entraîneur de la ligne offensive de l'équipe de football de l'Université McGill, tout en poursuivant une maîtrise en psychologie du sport. Son étude de maîtrise a été publiée dans le Journal of Applied Sports Psychology. En 2023, il a entamé un doctorat pour approfondir ses recherches sur l'amélioration de la cohésion dans les équipes de football. Alors tout le monde, je pense que la table est mise et je vous souhaite un bon podcast et surtout une conversation enrichissante à propos de la cohésion des sous-groupes dans le sport professionnel. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast? Je suis content de parler de mon étude. Je suis surtout content de parler, mettons, du football d'un contexte un petit peu plus académique ou pré-académique dans ce sens-là. Je pense qu'il y a beaucoup surtout dans la littérature, je vois beaucoup de choses sur divers sports, sauf que le foot, il y en a pas beaucoup. Donc, je trouve ça le fun de pouvoir essayer de faire rayonner le football de ce côté-là. T'sais.
Mhm. Puis une perspective pré-académique, pour moi, c'est tellement riche parce que, tu sais, oui, il faut se fier à l'art du coaching, ce qui se passe sur le terrain, mais il faut aussi renforcer, tu sais, ce qu'on fait avec la science. Puis je trouve ça curieux ce que tu viens de dire parce que pourtant, le football est omniprésent dans les universités américaines, les universités qui produisent beaucoup de recherches. Pourquoi tu penses qu'il y a comme une dissonance ou une incohérence entre la prévalence du football dans les universités puis la prévalence du football dans les recherches? Ouais, je pense qu'il y aurait probablement assez de recherches dans le football, mettons du côté strength and conditioning. Ça, c'est probablement assez certain. Par contre, du côté plus psychologie du sport, puis moi, je suis plutôt dans le domaine de dynamique de groupe. Je pense qu'une des affaires qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'études dans le foot, c'est que c'est juste vraiment compliqué à étudier le football comme sport d'un point de vue dynamique de groupe. Si tu penses au hockey ou tu penses au soccer ou tu penses à d'autres sports d'équipe, euh, c'est pas mal interactif entre les différentes positions. Oui, il y a des spécialités entre les positions, mais tu sais, des défenseurs ou des attaquants au hockey, ça interagit assez souvent, ça pratique ensemble. Tandis qu'au football, il y a vraiment des grosses séparations entre chaque position dans l'équipe, que tu as quasiment t'as des équipes à l'intérieur même de l'équipe, puis ça rend ça pas mal difficile à étudier, comme comment est-ce que tu vas rentrer dans une équipe de foot puis mesurer la cohésion quand tu sais qu'il va peut-être avoir des niveaux de cohésion qui diffèrent énormément de position à position. Donc, je pense que c'est des Et limitations dans le foot qui font en sorte qu'il y a moins de recherche là-dedans. tout à fait. Fait que c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a quand même beaucoup d'études au niveau de la préparation physique, mais tous les autres aspects, il y en a un petit peu moins, alors que c'est vraiment important dans le succès d'une équipe. Ben là, on va en parler, toi puis moi, ensemble, justement, de voir à quel point c'est important. Mais quand tu disais ça, ça me faisait penser au soccer, où est-ce que même si les attaquants puis les arrières, comme ils sont pas directement l'un à côté de l'autre sur le terrain au soccer, il y a quand même une interaction, puis à la limite, tu sais, si les habiletés sont très similaires. Mais Ouais. quand tu prends un joueur de ligne offensive, c'est-à-dire toi, la carrière que tu as eue, moi, secondaire de ligne / demi-défensif, comme on n'a pas les mêmes habiletés, on n'a pas la même stature non plus, malgré Ouais. que mes épaules n'étaient pas si petites que ça là, à une certaine époque. Mais trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il y a comme une dissociation plus grande en ça. Puis, tu sais, juste le concept de dire qu'en réalité, l'offensive puis la défensive, c'est comme deux équipes distinctes. C'est comme deux équipes de basketball à la limite, puis même deux équipes de hockey, où est-ce que tu as 24-25 personnes de chaque côté du ballon qui, ultimement, à part les confrontations, interagissent pas tant que ça ensemble. Ouais, exact. Puis dépendent, tu sais, l'attaque dépend de la défensive, puis la défensive dépend de l'attaque pour le succès d'un match, là, pour gagner, mettons. Sauf que en réalité, en pratique, non seulement il n'y a pas beaucoup d'interaction ou pas beaucoup d'interdépendance pour accomplir des tâches, c'est que si moi je suis joueur de ligne à l'attaque et toi tu es un secondaire, ton succès peut vouloir dire une défaite de mon côté. Tu peux me Mhm. battre sur un jeu puis ça fait en sorte que moi j'ai pas l'air bon. Après ça, je vais aller dans les réunions par la suite, on va regarder les bandes vidéo, puis là le coach il va me rentrer dedans à cause que j'ai pas bloqué coach Frank. Ouais. Puis fait qu'il y a cette compétition-là en plus à l'intérieur même de l'équipe. De ce que j'ai entendu de ta carrière, et si je fais une rétrospective sur mes habiletés à blitzer le carrière, il y a des bonnes chances que ce scénario-là se soit jamais produit. Que tu aies gagné la majorité des combats parce que mes habiletés se trouvaient ailleurs. Mais au-delà de mes habiletés, puis de ton succès comme joueur, de t'être fait repêcher et tout ça, bon, tu viens tout juste de sortir dans ton doctorat, là, on en parlait un petit peu en pré-entrevue, tu viens de sortir de ton examen de synthèse, puis moi, je trouve ça toujours intéressant de parler à un étudiant au doctorat, un candidat au doctorat comme toi, qui viennent de terminer justement leur examen de synthèse parce que on est vraiment comme au top de la littérature parce qu'on a le droit de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment des universités, sur un sujet précis. Et là, il y a une des questions que tu as reçues, que c'était ou laquelle il a fallu que tu étudies, qui était pourquoi est-ce que c'est important d'étudier les dynamiques de groupe dans le sport professionnel? Puis je pense que c'était peut-être même particulièrement au football, mais bref, je vais te laisser préciser. Fait que bref, je te renvoie la question que tu as eu à répondre dans un article de 20 pages, comme pourquoi c'est important d'étudier les dynamiques de groupe? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Évidemment, ça m'a pris 20 pages répondre à ça, comme tu as dit, donc je vais essayer d'être de synthétiser le plus possible.
Je pense que, tu sais, quand tu penses à la dynamique de groupe, il faut toujours que tu considères l'environnement en question. Puis un élément, c'est le niveau de compétition. Puis quand on pense spécifiquement au sport professionnel, quelque chose qui vient avec ça, c'est, mettons, les salaires de joueurs. Le fait que les joueurs peuvent se faire échanger, ils peuvent se faire signer, ils peuvent décider où est-ce qu'ils veulent jouer s'ils sont agents libres, puis sont super bons. Donc, ça crée beaucoup de dynamiques uniques, dans le sens, il y a beaucoup de littérature, mettons, sur comment, ou il y a de la littérature sur comment intégrer des recrues dans une équipe sportive. Puis le leadership des athlètes qui est nécessaire pour intégrer ces recrues-là dans l'équipe. Il y a beaucoup de ces études-là qui sont faites dans le sport universitaire. Puis c'est bien beau de dire, OK, c'est ça qu'on sait, on a besoin des athlètes leaders. Les coachs ont besoin de convaincre les athlètes qui sont des athlètes vétérans à enseigner aux jeunes, ou à être des mentors aux jeunes pour qu'ils apprennent c'est quoi le contexte, puis qu'ils apprennent les normes de l'équipe, puis qu'ils apprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès. C'est bien beau dans un contexte universitaire, quand tu es un étudiant athlète de 4e année et que tu gradues à la fin de l'année et que tu vas plus être là l'année prochaine. Sauf que dans le sport professionnel, tu vas te battre contre ce jeune joueur-là éventuellement pour ton futur contrat. Donc, juste ça, c'est un exemple qui crée des dynamiques vraiment intéressantes que tu dis, ben, qu'est-ce qui motive? Si c'est important, le leadership dans le sport, puis on présume que ça va être important dans le sport professionnel parce qu'il y a beaucoup de coachs professionnels qui parlent de ça, mais c'est intéressant de se pencher là-dessus, de dire, mais qu'est-ce qui motive les athlètes professionnels à être des leaders quand il y a cette réalité-là de se battre pour sa job? Ben, je vais te la renvoyer, la question. Est-ce que tu t'es attardé justement au fait de qu'est-ce qui les motive, les athlètes, à être des leaders, justement, dans ces conditions-là, dans ces situations-là, dans ce contexte-là? Ben, on peut seulement vraiment, en ce moment, faire des hypothèses là-dessus. Puis une des choses que je pense, puis même puis on peut en parler plus en détail quand on parle, mettons, de ma thèse de maîtrise, mais une des affaires, par exemple, c'est, je pense que ça dépend de l'interdépendance de la position ou du sport dans lequel tu joues. Fait que, par exemple, moi, être un joueur de football, puis dans ma thèse de maîtrise, on a étudié les dynamiques de groupe sur la ligne à l'attaque. Puis tu le sais comme moi que la ligne à l'attaque, c'est assez unique comme position dans une équipe de foot où est-ce que d'habitude les joueurs sont tissés serrés, puis que la cohésion de groupe est super importante. Puis, tu peux pas avoir du succès sans que les 5 joueurs sur le terrain jouent bien ensemble. Donc, je pense que la motivation pour les joueurs vétérans à être des leaders venait justement de ça. C'est que mon succès individuel dépend tellement du succès du groupe, et le succès du groupe dépend du succès des jeunes joueurs, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est dans mon meilleur intérêt d'être un leader. Par contre, est-ce que ça serait la même chose à une position où est-ce que c'est un petit peu plus individualisé? Probablement pas. Ouais, puis je pense que le mot-clé que tu amènes, c'est vraiment interdépendance. Parce que quand tu dis individualisé, tu sais, moi, je pensais, mettons, soit au secondaire, soit au demi-défensif. Tu sais, dépendamment du type de couverture, ben, tu sais, en bout de ligne, ton succès individuel ou ton succès collectif dépend pas vraiment des autres. Tu sais, c'est en bout de ligne, est-ce que tu es capable de suivre l'athlète qui est en avant de toi? Pas pour pas. Si oui, ben, comme ce que les autres font, ça change pas grand-chose à ton succès personnel. Mais alors que, puis je trouvais ça intéressant, tu connaissais quand même le football en lisant l'introduction de l'article ou je sais plus trop de quelle section, peut-être pas l'introduction de l'article en fait, dans l'introduction de la section résultats, c'est comme si tu parlais à la première personne, c'est pas la première personne, mais t'expliquais un peu la dynamique des joueurs de ligne offensive, puis comme il n'y a pas juste des coachs de football puis des chercheurs en football qui écoutent le podcast, je vais quand même prendre le temps de le décortiquer, puis je vais le faire parce que je pense que tu as un peu plus d'expérience comme joueur de ligne, fait que je suis peut-être plus près de l'auditoire quand vient le temps de jouer sur la ligne offensive, mais la section où est-ce que tu expliquais que tu dois travailler ensemble en unité de 5, déployer un schéma de bloc, et puis là, réagir en fonction de la défensive, tout en ne voyant pas la personne que tu essaies de faire avancer. Fait que le porteur de ballon est en arrière de toi. Toi, tu veux qu'il perce la ligne, qu'il se rende à 5, 10, 15, 20 verges pour un toucher. Mais en bout de ligne, tes seuls indices pour savoir comment te déployer, comment bouger, c'est ce qui se passe en avant de toi, puis tes collègues à côté de toi que tu vois pas vraiment en action. Tu sais, c'est quand même particulier où est-ce que l'objet principal de ta tâche, tu la vois pas. Tu sais? Fait que ça, c'est un point quand même important. Puis le niveau d'interdépendance, je pense qu'il est important. Avant d'aller plus loin dans les interdépendances,
je pense que c'est important de faire la distinction entre le contexte universitaire puis le contexte professionnel. Puis moi, une des choses qui m'interpelle beaucoup, qui est très différente, c'est le niveau de contrôle de l'entraîneur. Tu sais, comme le niveau de contrôle puis le niveau de roulement est quand même assez différent, non? Oui, absolument. Tu sais, je pense que le niveau de roulement va être complètement différent. C'est sûr, il y a pas beaucoup de joueurs qui vont partir à la mi-saison dans le sport universitaire. Puis, en plus, comme tu as dit, le niveau de contrôle, c'est que dans le sport professionnel, tu vas avoir un directeur général qui s'occupe vraiment des membres de l'équipe. C'est qui va être dans l'équipe, qui va avoir des échanges. Là, bon, t'espères que le directeur général puis l'entraîneur-chef, ils ont une bonne relation, puis ils communiquent bien, puis qu'ils sont capables d'être sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Mais c'est sûr que dans le sport universitaire, t'es l'entraîneur-chef, tu recrutes tes athlètes, ils rentrent, tu vas les avoir pendant 4 ans. Fait que tu peux développer un plan pour les développer comme athlète pour qu'ils puissent performer à l'année 3-4. Dans le sport professionnel, tu sais jamais tu vas avoir l'athlète pendant combien de temps. Là. Puis là, justement, tu amènes le rôle du directeur général, des dirigeants, justement, de la Ligue canadienne de football ou des dirigeants dans les sports professionnels ou quasiment professionnels. Ça peut être, on parle autant de Ligue américaine, à la limite, junior majeur. C'est un peu similaire au contexte universitaire, mais on va s'entendre, c'est quasiment professionnel de la façon que c'est géré là, au Québec et tout ça. Puis tantôt, tu parlais de qu'est-ce qui amène des athlètes professionnels ou qu'est-ce qui les motive à être des leaders. Comme, est-ce que tu as exploré un peu cette question-là? Puis est-ce que tu as un peu des hypothèses sur justement qu'est-ce qui amène des athlètes professionnels à vouloir être des leaders puis être des ambassadeurs auprès des autres athlètes? Je pense pas que j'ai pas une réponse en ce moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux peut-être comme lancer des hypothèses de l'avant. Je dirais que malgré tout, malgré le fait que des jeunes athlètes peuvent voler ton poste, si on veut, je pense que c'est quand même bien d'être reconnu comme leader. Puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs, puis il y a beaucoup de directeurs généraux qui vont accorder de la valeur à quelqu'un qui a des habiletés de leadership. Donc, de démontrer ça, probablement être un positif. Et je pense également que la majorité des athlètes, surtout dans un sport d'équipe où il y a beaucoup d'interdépendance entre les athlètes, comprennent que tu as l'air mieux comme joueur individuel quand tu es dans une équipe gagnante. Puis je pense qu'ils comprennent que pour être dans une équipe gagnante, ça te prend des leaders. Donc, si tu es dans un rôle d'athlète vétéran, ben c'est probablement dans ton meilleur intérêt d'être un leader pour aider au succès de ton équipe. Puis je pense qu'après ça, ça peut t'aider à avoir une carrière plus longue. Tu sais, on peut penser justement je pense à il y a quelques années, quand le Canadien de Montréal s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il y avait des joueurs comme Corey Perry puis Eric Stahl dans l'équipe. Puis tu te dis, bon ben, qu'est-ce qu'ils font avec ces joueurs-là? Ces joueurs-là sont finis, ils ont plus les habiletés qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'ils font ici? Mais justement, ils étaient là pour leur qualité de leadership. Puis je pense que de démontrer ça, de démontrer ces capacités-là peut te servir à avoir une carrière plus longue. Puis tout à fait. Puis ça me ramène au modèle de Friendzone qui explique comme de quoi que si c'est perçu dans ton vestiaire que le leadership est de qualité, ben ultimement, les athlètes vont, selon ce modèle-là, vont mettre plus d'efforts, vont se préparer davantage, vont agir plus en unité, puis ça va ultimement avoir un impact sur les résultats parce que si les gens se préparent plus, mettent plus d'efforts, agissent plus en équipe, ben ultimement, c'est positif. Ouais, mais là, permets-moi de te... Vas-y, juste pour ajouter sur ce point-là, je pense que les entraîneurs et les directeurs généraux dans le sport professionnel, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Je pense que s'il y a des athlètes qui démontrent des capacités de leadership, s'il y a de la valeur qui est attribuée à ça, puis qui garde ces joueurs-là dans l'équipe, qui les récompense d'une manière quelconque, c'est sûr que ça fait en sorte qu'il va y avoir plus de leadership qui va se développer au sein de l'équipe. Je peux juste imaginer si tu es dans une équipe professionnelle, puis ton meilleur leader se fait échanger de même à mi-saison, probablement ça n'encourage pas les autres joueurs à être des leaders. Oui, puis ça fait un lien avec un des commentaires dans l'article aussi, où est-ce que, tu sais, vous parlez de l'interdépendance, mais en lien avec l'interdépendance, c'est comme s'il y avait une référence, puis là, je serais curieux de t'entendre, t'étendre là-dessus, là, j'avais juste dit extend on that, mais t'étendre là-dessus ou développer un petit peu ta perspective, où est-ce que, en t'attardant principalement, comme justement aux joueurs de ligue offensive, tu mentionnes que, bon, il y a clairement un haut niveau d'interdépendance entre les joueurs de ligne offensive, mais que les décisions de gestion de personnel devraient prendre en considération le niveau d'interdépendance
Parce que changer un joueur de ligne, changer un demi-défensif, un receveur, ça n'a pas peut-être le même impact. Puis qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis pourquoi c'est particulièrement important de considérer ça? Ouais, fait je pense que ça, c'était vraiment un commentaire qui a été fait en lien avec ce que les joueurs dans l'étude ils ont dit. Que c'était surtout en lien avec l'importance des athlètes leaders au sein de la ligne à l'attaque. Puis que, en fait, ce que les athlètes ils disaient, tu sais, c'est quelque chose qui se mesure pas nécessairement, les capacités de leadership d'un athlète. Puis tu peux avoir, si ton athlète qui a 36 ans, sur la ligne à l'attaque, puis c'est quand même vieux, là, 36 ans sur la ligne à l'attaque. En fait, je sais pas comment il y a des gars qui se rendent là à 36 ans sur la ligne à l'attaque. Mais c'est quand même vieux. Puis c'est sûr que c'est des athlètes qui sont payés plus cher rendus là dans leur carrière qu'un athlète qui rentre puis qui a 23 ans. Puis même si le output sur le terrain, tu regardes les bandes vidéo puis tu dis, bon, ben le jeune athlète, il fait la même chose que l'athlète de 36 ans il fait. On va échanger le plus vieux pour le plus jeune parce que le plus jeune nous coûte 100 000 de moins par année. Ben, c'est bien beau, puis je pense que c'est logique comme décision si t'es un directeur général. Sauf que ce que les joueurs ils disaient, c'est que t'es pas capable de vraiment quantifier l'impact que ça a au sein du groupe parce que peut-être que ce leader-là dirige tout le monde dans le groupe ou il y a quelques joueurs qui sont pas tout à fait à l'aise avec le cahier de jeu ou je sais pas quoi, puis que cet athlète-là les met sur la bonne voie. Fait que si tu prends cet athlète-là, puis tu le remplaces par un plus jeune, c'est beau. Tu dépenses 100 000 de moins sur cet athlète-là, sauf que le reste des athlètes, ils ont un moins bon rendement qu'il avait avant parce qu'ils n'ont pas ce leader-là pour les diriger. Donc, c'était le cas sur la ligne à l'attaque parce que les athlètes disaient justement comment que tout le monde dépendait un de l'autre. Mais tu sais, la question se pose, est-ce qu'il y a d'autres positions, tu sais, ce que tu as mentionné avant avec les demi-défensifs en couverture, si tu es en couverture homme à homme, tu as juste besoin de suivre ton gars. Peut-être que la meilleure chose à faire dans cette situation-là, c'est d'échanger un plus vieux pour un plus jeune qui coûte moins cher. Puis c'est là que ce que tu viens d'amener en même temps, je pense qu'on doit se poser la question, c'est quoi mon système de jeu? Puis ça va être quoi l'impact sur le niveau d'interdépendance des athlètes? Comme tu le sais très bien, il y a des entraîneurs qui, en défensive, vont utiliser de la couverture homme à homme, puis ils vont rouler ça 75% du temps pour X raisons, parce qu'ils aiment beaucoup blitzer le corps arrière, etc. Ben, c'est sûr que le niveau d'interdépendance n'est pas le même que si, par exemple, tu joues le modèle de couverture à 2 safety et puis que là, tu es principalement en couverture de zone tout le temps, ou que tu joues du pattern read ou de la lecture de tracé comme ils vont le faire, admettons, avec les Seahawks de Seattle ou dans tout en fait, là, les Seahawks, je reviens au début des années 2010 là, avec le Legion of Boom. Mais bref, tout ça pour dire que qu'on soit au soccer ou au basketball, qu'on soit au hockey ou là, spécifiquement pour nous, au football, je pense qu'il y a intérêt à se poser la question, quel est le niveau d'interdépendance selon les positions dans mon sport, selon le système de jeu? Oui, absolument. Absolument, parce que c'est très vrai, comme tu as dit, couverture homme à homme, l'interdépendance pour accomplir les tâches est quasiment nulle, mettons. Là. Mais, sauf que tu as raison, si tu parles de faire du pattern read ou du bon match coverage, que c'est des règles ou est-ce que il y a besoin d'avoir beaucoup de communication entre 3 joueurs qui couvrent 2 joueurs offensifs. C'est sûr que dans ces scénarios-là, c'est comme si ça prend beaucoup de temps de développer la communication nécessaire pour bien exécuter ces couvertures-là, ben de sortir un des 3 gars, ça fait une grosse différence. Là. Ben, tout à fait. Puis c'est là que d'année en année, il faut penser au roulement. Puis là, tu m'as stressé un petit peu avec ton commentaire avant ma question. Là, où est-ce que là, Jason Kelce prend sa retraite? On va en parler parce que tout le monde parle de son frère et de sa blonde. Mais comme, tu sais, moi, je suis un grand fan des Eagles. Ouais. Jason Kelce prend sa retraite. Je suis vraiment curieux de voir l'impact parce qu'au-delà de ses habiletés individuelles qui sont quand même supérieures à la moyenne, on pourrait même dire excellentes, comme clairement qu'il y avait un rôle dans la cohésion de tout ça, tu sais, qui va bien au-delà du touche-push ou de la poussée des fesses vers l'avant, si on veut faire la traduction libre de tout ça. Puis là, parle-moi un petit peu de ton étude d'abord, là, pour mettre les gens en contexte. Là, qu'est-ce que tu as fait dans ta thèse de maîtrise? Qu'est-ce que tu as fait dans ton étude? Puis qu'est-ce qui en est ressorti en gros? Oui, donc je pense que je vais donner un petit peu de contexte pour un peu expliquer comment ça se fait que j'en suis arrivé à faire cette étude-là. Comme tu as mentionné auparavant, moi j'ai joué comme joueur de ligne à l'attaque, j'ai joué au football universitaire à l'Université de Montréal, j'ai été repêché par les Rough Riders de la Saskatchewan. Quand j'étais dans le foot universitaire, il y a eu une année où est-ce qu'on avait perdu une grande majorité de nos joueurs. On a perdu 4 partants sur 5. Donc on allait avoir un jeune groupe l'année d'après.
il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur, est-ce que la ligne à l'attaque va être capable de performer? Puis heureusement, cette année-là, on a eu un excellent coach d'O-line qui s'appelle Tony Adonna. Je sais pas si tu le connais, c'était ancien head coach au niveau collégial, directeur des sports à l'Université Bishop. Là, lui, il était dans une job pré-retraite, là, puis il coachait la O-line à l'Université de Montréal. Puis il a été exceptionnel là, avec du recul, je regarde ça, il a été vraiment exceptionnel à supporter l'autonomie de ses athlètes, puis aussi à avoir un style un petit peu plus démocratique, qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de cohésion de groupe. Il nous donnait des choix, il y a plusieurs manières de bloquer un front défensif. Si on court un jeu de zone, il y a plusieurs jeux de pieds différents qu'on peut utiliser. Voici comment telle équipe dans la CFL le fait. Voici comment une autre équipe le fait. Je vous donne le choix de faire ce que vous voulez tant qu'on est sur la même page. Fait qu'on a vraiment développé une forte cohésion de groupe. Puis on a performé au-delà des attentes. On a gagné la Coupe Vanier cette année-là. Et tu le sais aussi bien que moi que tu peux pas gagner un championnat national au niveau universitaire si ta ligne en attaque ne performe pas bien. Donc, depuis ce moment-là, puis je suis rentré dans le coaching après ça, puis j'avais toujours un intérêt de dire comment il a fait ça? Comment ça se fait que cette cohésion du groupe-là nous a mené à performer au-delà des attentes? Donc, j'avais toujours un intérêt après ça à regarder comment que des coachs peuvent avoir un effet sur les dynamiques de groupe. Puis quand je suis arrivé à l'Université McGill, je suis arrivé comme coach à l'Université McGill, puis je suis tombé sur le labo de Gordon Bloom. Puis, en bout de ligne, j'ai été accepté à la maîtrise. Puis, on jasait ensemble de c'est quoi les études potentielles qu'on pouvait faire. Puis on a parlé de la ligne à l'attaque. On a parlé de comment que la ligne à l'attaque est unique. Puis, il a dit, pourquoi pas faire une étude sur les dynamiques de groupe sur la ligne à l'attaque? J'ai dit, parfait, on fait ça. Puis, d'autant plus, j'ai des contacts dans le sport professionnel. Faisons ça dans le sport professionnel à cause qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites dans le sport pro. Donc, c'est ça qui a fait que ça a abouti à ma thèse de maîtrise qui était sur étudier les dynamiques de groupe sur la ligne à l'attaque. On a recruté 6 participants, 6 joueurs de ligne à l'attaque dans la Ligue canadienne de football. Puis, on leur a posé plein de questions sur l'importance de la cohésion de groupe, l'importance du leadership, c'est quoi être un joueur de ligne à l'attaque. Puis, en bout de ligne, je pense que les grandes lignes directrices là, de ce qu'on a trouvé, c'est que les joueurs disaient que la ligne à l'attaque, c'est vraiment une équipe distincte à l'intérieur même de l'équipe de foot. Ça a une identité distincte, puis c'est important que les coachs reconnaissent cette identité-là. Donc, il y a quand même c'est intéressant de penser qu'il y a un équilibre entre reconnaître que la ligne à l'attaque est une unité distincte à l'intérieur même de l'équipe, tout en alignant cette identité-là avec l'identité complète de l'équipe. Tu peux pas avoir un mismatch de ce côté-là. Donc ça, c'était vraiment une chose intéressante de cette étude-là qu'on a trouvée. D'un autre côté, les athlètes ont mentionné qu'il y avait une importance particulière à la cohésion sur la ligne à l'attaque, probablement plus qu'à d'autres positions, justement parce que, comme on s'en est parlé, il y a beaucoup d'interdépendance à la position. Puis ça fait en sorte que c'est critique. Eux autres, ils ont dit que c'était critique d'avoir des vétérans au sein du groupe qui peuvent se servir en tant que leader pour vraiment clarifier les normes du groupe. Puis aider les recrues à s'intégrer dans un environnement unique, qui est le sport professionnel. Et pourtant, ce que tu viens tout juste de dire, quand tu dis que c'est essentiel d'avoir des vétérans, ça va pas justement à l'encontre de l'exemple que tu as fourni, qui traite justement, tu sais, quand vous avez gagné la Coupe Vanier en 2014, si je ne m'abuse, où est-ce que vous avez un groupe qui était relativement jeune, mais qui a quand même bien fonctionné ensemble? Oui. Je pense que c'est... Évidemment, je pense qu'il peut y avoir des exceptions à la règle. Je pense qu'également dans le sport universitaire, c'est parce que le laps de temps il est plus court. Fait que, on était un groupe qui était jeune. Par contre, on avait quand même des joueurs qui étaient en 3e année et qui connaissaient le contexte. Je pense que aussi dans le sport professionnel, c'est un contexte qui est pas mal compliqué, quand même pas mal complexe. Il y a beaucoup de dynamique en jeu avec des échanges de joueurs, tout ça. Puis je pense qu'également, t'as des joueurs qui jouent dans le sport pro pendant 15 ans. Donc, vu que c'est pas mal plus long, comme les joueurs qui ont 15 ans d'expérience, ils en connaissent pas mal plus qu'un joueur qui a 3 ans d'expérience.
Tout à fait. Puis ça revient aux entraîneurs de dire que des fois, je pense que le plus gros avantage de certains entraîneurs, c'est juste parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue puis ils ont tellement vu neiger que leur banque d'informations par rapport au style de jeu, au style de système, aux blitz qui peuvent être envoyés est plus grand. Ben oui, là, on peut penser à Bill Belichick qui a dit plein de fois, on l'a entendu plein de fois dire ça, c'est quelque chose que j'ai vu. On était rendu en 2017, puis il a dit ça, c'est quelque chose que j'ai vu en 1977, puis il était prêt à contrer ça parce que il avait vu ça. Ouais. Ben exactement, c'est un avantage. Puis la dynamique, je veux revenir à l'entraîneur, tu sais, tu parlais de Tony Adona, puis on n'est pas obligé d'aller dans le spécifique de son coaching en tant que tel, mais je pense que un élément qui va intéresser beaucoup de personnes, c'est qu'il y avait un style démocratique. Et là, tu es allé au point de dire comme il vous permettait de choisir le style de jeu de pied. Puis sans rentrer dans le détail, tu sais, de où est-ce que tu places tes pieds comme un joueur de ligne offensive, moi, je suis curieux de savoir comment ça se déploie parce que OK, c'est une chose de dire, hey, vous pouvez choisir votre style de jeu de pied, mais là, est-ce que c'est les 5 joueurs peuvent prendre le jeu de pied qu'ils veulent ou c'est comme on le choisit? Est-ce qu'il essaie de vous influencer puis de vous dire, non, ben regarde, lui, il est clairement meilleur, mais il y en a 3-4 que tu peux utiliser? Comme, je suis vraiment curieux de savoir parce que dans plein de sports, comme il y a des... Non, la façon dont je veux que tu attaques la ligne, le baseline quand tu es au basketball, c'est ça. La façon dont je veux que tu fasses tel coup de pied renversé au karaté, c'est ça. Je suis vraiment comme curieux de savoir comment ça se déployait puis comment il vous a donné de l'autonomie puis jusqu'à quel point. Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il a vraiment fait une bonne job de nous donner de l'autonomie tout en nous donnant une structure quelconque. Puis ça rentre très bien dans le modèle de Majo et Valorant, de coaching à sport à l'autonomie, où est-ce que tu veux donner des choix, sauf que tu veux tout de même donner une structure, parce que si c'est juste free for all, les chances sont que ça va pas marcher, et c'est pas bon pour personne. Donc, il faisait une bonne job de nous donner des options. On regardait des bandes vidéo, par exemple, puis mettons, nous autres, on courait un jeu de zone au sol, puis il montrait des bandes vidéo de, OK, les Argonauts de Toronto, ils utilisent telle technique. Puis là, il y avait des bandes vidéo de leur coach, comment que leur coach coachait ça. Puis eux autres, ils font ça. Puis là, les Alouettes, ils font de même. Puis les Lions de BC, ils font comme ça. Puis ils nous montraient des exemples différents. Puis là, après ça, on avait 3-4 options, mettons, de jeux de pied différents. Puis ils disaient, bon, ben de ces 3-4 options-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça me dérange pas. Vous pouvez faire n'importe quel tant que tout le monde est sur la même page. Tant qu'on fait la même chose, on peut le faire. Puis là, fait que là, on en choisissait un. Ça arrivait des fois, on en choisissait un, puis on se plantait, là, puis ça marchait pas. Puis là, on revenait la semaine d'après ou 2 semaines après, puis on disait, on pense pas que ça marche. On pense pas que ça marche. Puis là, ils disaient, OK, c'est beau. Fait que là, on peut dire ça marche pas, on va passer à la prochaine. C'est quoi la prochaine qu'on veut faire? Fait que c'est sûr que ça a pris un petit peu plus de temps à avoir quelque chose qui fonctionnait à 100 000 à l'heure. Sauf qu'une fois qu'on l'a trouvé, à peu près à la mi-saison, là, ben on performait mieux qu'on arrivait à performer s'ils nous avaient juste dit c'est comme ça qu'on le fait dès le début. Et ça te permet d'atteindre ton apogée quand ça compte, c'est-à-dire vers la fin de la saison, / vers les séries éliminatoires. Mais tu sais, il y a plusieurs niveaux à ce que tu viens de dire. Parce que pour moi, c'est tu donnes un choix, tu délimites les paramètres, puis tu dis le paramètre / notre valeur, c'est on veut travailler en équipe. Fait que, tu sais, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais c'est tout le monde ensemble. Fait que là, le message est fort. Tu sais, c'est subtil puis c'est indirect parce que, tu sais, des fois, c'est comme dire à toute l'équipe, non, on travaille en équipe, let's go, faut se tenir les coudes. Le dire, / après ça, l'autre option qui est de, OK, on a des choix à faire, le dénominateur commun, le paramètre que je vous donne, la limite que je vous donne, c'est tout le monde doit être d'accord. Fait qu'indirectement, tu renforces le travail d'équipe et là, tu reviens et tu forces les gens à communiquer puis à travailler ensemble. Comme pour moi, c'est très fort. Mm-hmm. Ouais, tu sais, puis je pense, avec du recul, là, le plus que j'étudie, le plus que je plonge dans la psychologie sportive, le plus que je me rends compte à quel point il était sage comme coach. Quand il nous coachait, je me disais, ben, ça fonctionne. Il y a de quoi qui fait qu'il fonctionne bien, puis j'adore ça, faire partie de ce groupe-ci. Mais je savais pas nécessairement les raisons. Comme athlète, je savais pas nécessairement les raisons derrière ça, sauf que clairement, lui, il savait ce qu'il faisait, puis exactement comme les points que tu apportais, ça renforçait le travail d'équipe. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'en bout de ligne, en fin de saison,
on était super, super tissé serré puis qu'on performait à notre meilleur aussi. Tout à fait. Et puis là, on parle d'un entraîneur de position. Puis pour mettre les gens en contexte, ben, au football, tu as les joueurs de ligne offensive qui ont il y a l'entraîneur de la ligne offensive, donc qui entraîne ces 7-8 joueurs-là, 10 dépendamment du programme. Après ça, il y a le coordonnateur offensif qui, lui, gère l'équipe offensive. Tu sais, tout à l'heure, je mentionnais, tu as une équipe, l'offensive, tu as l'autre équipe, la défensive, qui est comme l'équivalent d'une équipe de hockey en termes de grosseur. Puis tu as l'entraîneur-chef qui supervise tout ce monde-là. Là, des fois, les rôles sont combinés, là, mais on ne rentrera pas dans le détail. Mais il y a un point important qui est écrit dans votre article que je veux explorer. C'est qu'il semble avoir un constat à travers les 6 participants qu'il doit y avoir une relation non hiérarchique entre le coordonnateur offensif et l'entraîneur de la ligne offensive. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, puis pourquoi c'est particulièrement important? Oui, ben, qu'est-ce qu'on veut dire par ça, c'est que quand on peut penser, mettons, quand on peut penser au coaching efficace, je sais que tu as mentionné plein de fois sur ton podcast qu'il y a t'as besoin d'avoir des connaissances professionnelles qui incluraient les connaissances tactiques, techniques, mentales, tout le kit pédagogique, tout ça. Il y a également les connaissances interpersonnelles, puis ton travail sur les connaissances intrapersonnelles aussi. Mais si on pense plus spécifiquement du côté professionnel et interpersonnel, il semblait avoir vraiment une distinction entre les rôles que le coordinateur offensif puis le coach de la ligne à l'attaque devait avoir, dans le sens que les joueurs disaient le coordinateur offensif, c'est le coach tactique. Il prend les décisions tactiques, donc il décide c'est quoi les jeux qu'on roule, c'est quoi les stratégies, puis on achète ça, c'est correct. Sauf que souvent, à moins que le coordinateur offensif était joueur de ligne à l'attaque avant, souvent ils comprennent pas vraiment c'est quoi être joueur de ligne à l'attaque, puis ils nous demandent des choses qui sont pas réalistes. Donc, on veut pas nécessairement. Donc, on aimerait mieux avoir une relation serrée avec notre coach de ligne à l'attaque. On aime mieux que notre communication passe par notre coach de ligne à l'attaque parce que lui, il comprend notre réalité. Donc, d'un point de vue de coaching non hiérarchique, dans le sens que le coordinateur offensif est super important du côté tactique, sauf que le coach d'O-line est critique du côté interpersonnel. Puis si on croit vraiment que les deux sont aussi importants pour être des coachs efficaces, mais c'est pas nécessairement qu'un est plus important que l'autre, c'est juste les deux sont critiques et doivent séparer les rôles, mais sont pas nécessairement dans une relation hiérarchique. La nuance que tu amènes est particulièrement intéressante à mes yeux parce que ce que ça l'implique, c'est que ça ne veut pas dire que dans une équipe d'entraîneurs, tous les entraîneurs doivent être excellents en professionnel, donc connaître ton sport, interpersonnel, relations humaines, intrapersonnel, être capable d'apprendre, t'autoréguler. On simplifie comme ça, mais qu'on doit être conscient de la complémentarité de notre équipe d'entraîneurs envers un sous-groupe, de dire, hey, le coordinateur offensif, ben, clairement professionnel, peut-être même intrapersonnel. Le coach de O-line, ben, professionnel principalement au niveau technique, grosse force au niveau interpersonnel. Mais là, je me demande aussi, est-ce que c'est pas en lien? Parce que, en fait, la première question qui me venait à l'esprit quand tu mentionnais la nuance, c'est de dire, est-ce que cette réalité-là, elle est vraie pour tous les groupes? Parce que là, je reviens à l'exemple de Jason Kelce et puis des Eagles, parce que je la connais bien, mais on prend un exemple juste pour bien comprendre de quoi qu'on parle. Mais une légende dans la Ligue nationale de football, c'est Jeff Stoutland, qui est l'entraîneur de la ligne offensive des Eagles de Philadelphie, qui, en bout de ligne, dans tous les changements d'entraîneur qu'il y a eu dans les dernières années, c'est la personne qui reste en place et qui est là depuis plusieurs années. C'est comme s'il était l'entraîneur-chef de la O-line, puis il y a comme personne qui veut le déranger, puis c'est comme fais tes affaires. Puis il y a des comparatifs comme ça aussi au football canadien, au football universitaire. En tête, je pense à Carl Brennan, par exemple, avec l'Université Laval, qui est un des très grands coachs, une des légendes du football québécois. Et puis le point avec ça, c'est de dire, est-ce que le niveau d'interdépendance est le même à travers toutes les positions? Clairement pas. Mais là, on parle d'intraposition, mais là, on pourrait même aller, est-ce que le niveau d'interdépendance coach, joueur est le même à toutes les positions? Puis là, après ça, est-ce que la relation du coordinateur devrait être aussi non hiérarchique avec toutes les positions? Je pense pas que la réponse est ça, mais je serais curieux d'avoir ta perspective là-dessus. Ouais, ça c'est des dynamiques super intéressantes et je pense que si je pense du côté
offensif du ballon. Tu sais, c'est l'expérience que j'ai comme joueur et comme entraîneur, aussi comme entraîneur de la ligne à l'attaque. Je pense que tu sais, la ligne à l'attaque est unique dans le sens qu'elle est tout le temps tout seul avec leur coach. Puis, je pense que tu sais, si on pense à une autre position comme les receveurs, ben les receveurs puis le corps arrière, ça c'est super interdépendant. C'est des positions différentes, mais ils dépendent l'un de l'autre d'une manière, ils sont super interdépendants. Les receveurs, ils peuvent rien, ils vont jamais recevoir de passe si le carrière, il lance pas, il fait pas les bonnes lectures, puis le carrière va jamais pouvoir lancer si les receveurs, ils courent pas, ils vont tracer. Donc, souvent, c'est important d'avoir des réunions puis d'avoir des périodes de pratique où est-ce que ces deux positions-là sont ensemble. Parce qu'ils dépendent l'un de l'autre. Donc, tu sais, je pense que dans ce sens-là, est-ce que la relation, coach de receveur est aussi importante que la relation O-line, coach d'O-line? Probablement pas, juste parce qu'ils ont tellement plus d'interaction avec le coordinateur offensif par nécessité. Ouais. Et puis après ça, là, si on amène à l'autre niveau, tu sais, qui fait un lien avec la conclusion que vous avez ressortie ou le résultat, tu sais, quand on parlait de la relation non hiérarchique entre le coordinateur offensif puis l'entraîneur de la ligne offensive, ben probablement que la relation, elle peut être plus hiérarchique entre le coordinateur offensif puis l'entraîneur des receveurs. On n'est pas en train de dire d'être des dictateurs puis être autoritaire, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas du bon leadership en 2024. Est-ce que ça a déjà vraiment été du bon leadership? Ça, c'est une autre conversation. Mais le point avec ça, c'est de dire que probablement que il y a une plus grande hiérarchie, puis que c'est plus sain d'avoir une relation plus hiérarchique entre le coordinateur offensif puis le coach des receveurs, parce que le coordinateur offensif, gérant l'interdépendance receveur-corps arrière, ben, il est plus dans un mode de dicter ou d'encourager fortement à travailler sur certains aspects pour le coach des receveurs, par exemple. Puis c'est peut-être pas le cas. Puis tu sais, à certains endroits, ça me fait penser maintenant au front défensif. Donc, quand on est au football, tu as les joueurs de ligne défensive, tu as les secondaires, ben ils vont travailler en unité de 7, généralement, ça peut être 8, ça peut être 6, pour arrêter les courses de l'adversaire. Donc, il y a quand même une grande interdépendance. Puis moi, quand j'étais entraîneur des secondaires au niveau universitaire, je suis là quasiment 8 ans, tu sais, une des choses que je disais tout le temps, ta job comme joueur, comme secondaire, c'est de donner raison aux joueurs de ligne défensive. C'est-à-dire, le joueur de ligne défensive fait une erreur, ben toi, à un moment donné, fais pas juste le niaiseux puis rentre pas juste dans le derrière de l'autre, tu sais, va ailleurs puis comble son erreur. Fait que probablement que l'interdépendance là est plus grande. Et là, c'est peut-être que le coach des secondaires ou le coach de la ligne défensive, dépendamment de la dynamique, est important. Puis là, on peut aller aussi loin qu'on voudrait, toi puis moi, dans le football, puis on peut y aller, puis c'est correct. Mais ce que je veux surtout souligner avec cette nuance-là, puis ce monologue-là, c'est de dire que puis c'est ce que j'ai réalisé en lisant ton article, que je pense que j'avais pas réalisé avant. C'est que, le niveau d'interdépendance n'est pas le même à toutes les positions. Ça, pourtant, c'était évident, mais j'avais peut-être pas mis les mots là-dessus. Mais la relation entraîneur de position, coordonnateur, n'est pas la même pour toutes les positions puis pour toutes les unités dans une équipe. Et là, ça m'amène à un autre point. Pensons au soccer, pensons au hockey. Ben, tu sais, au soccer puis au hockey, tu as la périodisation tactique. Ça veut dire que, bref, tu veux coacher le système de jeu, mais tu vas regarder beaucoup les interdépendances. Oui. Mais je me demande si on pense assez aux interdépendances. On les coach. Clairement qu'on coach les receveurs à collaborer avec le corps arrière à collaborer avec les receveurs. Clairement que ça se fait. Mais je suis pas sûr à quel point qu'on est délibéré par rapport à ça. Puis c'est là que tu reviens, tu sais, quand tu disais mon expertise, mon intérêt, comme dans le savoir intrapersonnel, il faut être délibéré là-dedans. Puis je pense qu'on le laisse des fois au hasard parce qu'on n'en est juste pas conscient. Oui, ouais, absolument. Je pense pas qu'on est vraiment délibéré là-dedans. Puis il y a de la littérature plutôt du côté plus psycho-organisationnel qui donne vraiment des suggestions sur des types d'interdépendance, puis basé sur ces types d'interdépendance-là, c'est quoi la meilleure approche pour du goal setting, pour donner des objectifs, puis après ça, c'est quoi la meilleure manière de donner des rétroactions là-dessus. Donc, s'il y a un groupe qui est, on pense à la ligne à l'attaque, qui est super interdépendant, c'est important de donner des objectifs de groupe, puis c'est aussi important de donner des rétroactions de groupe. Donc, c'est important de garder ce groupe-là ensemble. Sauf qu'il y a des positions, puis on peut penser à comme tu as parlé, la ligne défensive puis les secondaires. La dynamique que tu as expliquée, c'est une interdépendance, mais plutôt séquentielle. Que la ligne défensive fait quelque chose, puis là, les secondaires, par la suite, vont réagir pour corriger l'erreur ou juste pour remplir
l'espace qu'ils ont besoin de remplir, basé sur ce que la ligne défensive fait. Dans ce cas-là, c'est important d'avoir des objectifs de groupe, sauf qu'on peut aller de l'avant et donner des rétroactions individuellement à chaque groupe. On n'a pas besoin de donner des rétroactions avec tout le monde ensemble. Donc, je pense que c'est d'être... Tandis que, tu sais, carrière puis receveur, on peut penser sont interdépendants un petit peu de la même manière que la O-line est interdépendante. Donc, là, c'est important de donner des objectifs de groupe et également donner du feedback de groupe. Tu pourrais peut-être même argumenter que parfois sont séquentiels, là, parce que le carrière lance puis les receveurs, ils attrapent par la suite. Donc, peut-être que tu peux donner des rétroactions par la suite de manière séparée. Donc, je pense qu'il y a une manière d'être délibéré là-dedans. Je pense pas qu'on y pense bien. Ben, vois-tu, puis là, tu amènes un point très important. Ça veut dire que, ce qu'on discute depuis tantôt, c'est clairement qu'il faut être conscient du niveau d'interdépendance. Après ça, il y a une relation particulière qui s'établit avec l'entraîneur et à l'intérieur des entraîneurs. Mais là, après ça, il faut ajuster nos objectifs en fonction du niveau d'interdépendance. Et puis après ça, adapter ou choisir nos rétroactions en fonction de ces objectifs-là qui sont basés sur le niveau d'interdépendance. Et là, tu amènes une variante supplémentaire. Puis moi, être un coach de sport d'équipe, entendre ça, ça me pitch dans 10 000 directions à réfléchir pour le coaching. Mais quand tu fais la distinction entre une interdépendance qui est davantage séquentielle, je pense comprendre ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus puis clarifier un peu ça, puis peut-être même donner un exemple concret? Oui, donc, par exemple, une interdépendance séquentielle, ça serait que, par exemple, il y a une personne qui doit accomplir une tâche pour que la personne d'après puisse accomplir une tâche à eux. Donc, par exemple, la ligne à l'attaque doit bloquer pour que le porteur de ballon puisse frapper une brèche puis gagner le premier jeu. Par exemple, ça serait plus séquentiel. Tandis que la ligne à l'attaque, c'est pas séquentiel, ça se fait de manière simultanée, de tout leur travail ensemble. OK. Puis là, ça m'amène au hockey de dire, est-ce que c'est séquentiel? Par exemple, tu fais une sortie de zone, tu as le défenseur qui va amener la rondelle, mais est-ce que c'est séquentiel de dire que pour qu'il puisse faire sa première passe, il faut que l'attaquant ait bien fait sa manœuvre en zone neutre pour être capable d'être dans une position de recevoir la passe, ou on est plus dans une interdépendance similaire au line, où c'est que c'est quasi simultané? Ouais, je dirais que ça serait plutôt simultané dans ce cas-là. C'est moins... Ouais, je dirais que c'est plus simultané. Je pense que c'est parce que tout se passe en même temps tout de même. C'est vrai que on peut y penser vraiment en profondeur puis délimiter des situations où est-ce que c'est plus séquentiel que d'autres. Sauf que j'ai l'impression qu'au hockey, généralement au hockey, tout le monde est plus interdépendant d'une manière plus simultanée. Ce serait pareil au basketball, ce serait pareil au soccer, je dirais. Et puis en fait, ça va dépendre des sous-groupes. C'est là que ça revient un peu à ton étude. Je pense que ça va être quand même différent parce que justement, les attaquants versus les arrières au soccer et tout ça, comme c'est pas nécessairement la même chose. Puis là, je pense même au basketball, c'est la façon dont tu vas rouler la balle ou la façon dont tu vas pouvoir attaquer la clé. Comme pour vrai, c'est super intéressant. Puis je pense que c'est là où est-ce que toi, tu le dis souvent, il y a de l'art puis il y a de la science du coaching. Puis je pense que ceux qui sont le mieux placés pour déterminer ça, c'est les coachs. C'est les experts dans ces sports-là. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'art à déterminer c'est quoi le type d'interdépendance. T'sais. Tout à fait. Et là, le lien d'objectif, puis la raison pour laquelle je posais la question, c'est parce que je travaille avec un coach de hockey en ce moment. Ben, en ce moment, la saison est pas mal finie, là. Mais bref, dans les derniers mois, puis on se posait la question sur les sorties de zone, puis je me demandais, est-ce qu'en bowling, on parle, tu sais, souvent, des fois, on va évaluer l'habileté d'un défenseur à faire la première passe, mais est-ce qu'on évalue, ben, c'est un objectif individuel, mettons son pourcentage de succès sur sa première passe, mais en réalité, est-ce que le pourcentage de succès sur la première passe, / la sortie de zone, devrait être en réalité un objectif collectif? Là, tu n'as peut-être pas la réponse en ce moment, mais c'est là que j'étais dans ma tête de dire, OK, comment est-ce qu'on transpose ça dans différents milieux? Ouais. Puis là, si je reviens un peu plus à ton étude, c'était inévitable que j'allais faire des liens avec les autres sports parce que c'est juste comment mon cerveau il fonctionne. C'est bien parfait. Puis parle-moi un peu d'un moment pendant lequel, tu sais, en fait, une des choses que je me pose, une de mes interrogations ou une des choses sur lesquelles j'étais curieux en lisant l'étude ou l'article, c'était un petit peu un moment où est-ce que, tu sais, parle-moi d'un moment un peu où est-ce que tu as été surpris par les propos ou les commentaires des participants. Parce que tu as joué sur la ligne offensive là, pendant 18 ans ou / joué coaché pendant 18 ans. Tu connais quand même la dynamique, mais moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ta collecte de données? Puis si oui, c'est quoi? Puis comment est-ce que ça t'a surpris? Ouais, c'est une très bonne question. Je sais pas.
sais pas si ça serait le terme surpris, mais peut-être quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était vraiment en rapport avec le contexte professionnel. Tu sais, j'ai de l'expérience à jouer au line, donc il y a beaucoup de choses qui disaient que je comprenais plutôt rapidement, sauf que malgré que j'ai été repêché par les Rough Riders à Saskatchewan, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le sport professionnel. Donc, des éléments spécifiques reliés au sport professionnel ont pu me surprendre. Tu sais, par exemple, il y avait des commentaires de joueurs qui parlaient de quand ils se sont fait échanger, comment que ça se faisait. Puis des fois, c'est assez raide, là. Puis tu peux même pas je pouvais même pas m'imaginer être dans ces scénarios-là, puis des joueurs qui disaient que, par exemple, tu sais, ils ont des amitiés avec les joueurs de ligne à l'attaque, ils vont chez eux pour faire des barbecues, sont rendus amis avec les enfants, leurs enfants sont amis, tout ça, puis là, ils sont au plein milieu du barbecue, puis ils reçoivent un appel, puis c'est comme, tu t'en vas à l'autre bout du pays aujourd'hui. Oh, tu sais, des choses de même, hein? que tu sais, puis tu penses pas, puis tu le sais qu'il y a des échanges dans le sport professionnel, puis c'est d'une évidence, tu sais, qu'il y a des choses de même, ça se passe, sauf que quand tu entends l'expérience réelle des joueurs qui ont vécu ça, tu te dis, ouf, c'est pas toujours une vie facile, là. Je sais qu'on aime ça, on pense que c'est tout, puis il y a beaucoup de monde qui ont des ambitions de jouer au sport professionnel, puis c'est bien correct, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des difficultés quand t'es rendu à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis c'est là que tu reviens à l'interdépendance, puis au leadership, puis à la cohésion du groupe. Imagine si tu es rendu au point de dire que toi, tu es le centre, puis là, à ta droite, c'est la personne avec qui, comme tes amis, les femmes, comme, tu sais, c'est ton ami, les enfants jouent ensemble, les femmes se connaissent bien, interagissent bien, tu les vois à tous les samedis soirs après les games, par exemple, je donne un exemple X. Puis là, d'un coup, bang, tu t'en vas à l'autre bout du pays. Là, comment est-ce qu'au niveau interpersonnel, puis on sait que ça a un impact sur la performance sur le terrain, comment est-ce que ça déstabilise des choses qui vont au-delà du chèque de paye pour faire tant de blocs, là, tu sais? Ben oui, tu sais, puis tu peux penser à la personne qui vient remplacer ce joueur-là. Si t'es le joueur en question, que ta femme est amie avec sa femme, puis les enfants sont amis, vous avez des barbecues à chaque semaine, ça dérange pas c'est qui le joueur qui s'en vient, puis ça peut bien être le meilleur gars, puis tu veux pas lui en vouloir nécessairement, mais c'est sûr, c'est tough de faire fonctionner ça, parce que c'est le gars qui rentre puis qui remplace ton meilleur chum. Ouais, puis c'est là que je pense qu'en tant que dirigeant dans le sport professionnel, il faut se poser la question sur dire OK, oui, ça c'est important. Puis oui, mettons, tu sais, parce qu'on peut prendre l'exemple de Madden puis dire peut-être que l'échange que tu as fait, tu as échangé un joueur qui était à 83 de overall là, pour rendre ça vraiment simple. Je sais pas comme ça qu'ils évaluent les joueurs dans les rangs professionnels. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, mais juste pour qu'on se comprenne dans la conversation, oui, tu en rentres peut-être un qui est à 86, mais l'impact négatif que ça va avoir sur l'autre et ou le temps que ça va prendre à recréer cette interdépendance-là. Tu sais, dans le milieu du travail, moi, l'information que j'ai, là, puis sûrement que ça peut varier d'une place à l'autre, c'est que ça prend 4 mois à un employé pour être 100% productif. Une fois que tu l'auras, tu sais, que tes heures sont rentabilisées, là, même si j'aime pas ça parler comme ça, ben, tu sais, je serais curieux de savoir, puis peut-être que ça va être ça le sujet de ton doctorat, c'est quoi la durée que ça prend pour que l'interdépendance revienne au niveau initial, au niveau souhaité, quand tu échanges un joueur, tu sais, même si le joueur est de meilleure qualité. Ouais, c'est une bonne question. En tout cas, si c'est 4 mois, ta saison est finie, là. Donc... tout à fait. tout à fait. On se comprend là-dessus. Ouais. Puis là, ça m'amène à dire, il y a une citation qui pourrait parler beaucoup aux entraîneurs, là, à mon avis, dans ce que j'ai lu ce matin puis la semaine dernière là, en préparation pour notre conversation. Puis je suis curieux d'avoir ton avis puis d'aller un peu plus en profondeur à ce sujet-là. Puis je vais la lire mot pour mot. Puis je t'inviterai à commenter un peu sur la signification par la suite. Puis là, c'est une traduction libre facilitée par l'intelligence artificielle là, pour être transparent. Traduction libre dans le sens qu'il faut quand même que je mette ma touche un petit peu pour que ce soit bien cohérent. Puis ce qui est écrit dans votre article, c'est que les découvertes actuelles améliorent notre compréhension de la littérature en suggérant que, bien que la cohésion ne conduise pas à de meilleures performances individuelles, une cohésion de groupe accrue, donc augmentée, dans les équipes sportives professionnelles pourrait entraîner des performances supérieures lorsque la conception des performances par les membres du groupe n'est pas liée aux statistiques individuelles, mais plutôt aux résultats du groupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis, c'est quoi les implications? Oui, bonne question. Ça, c'est plutôt en lien avec une étude qui a été faite auparavant sur la relation entre la cohésion de groupe et la performance dans le sport professionnel.
C'est une étude qui a été faite avec des athlètes de basketball professionnels en Europe. Fait qu'ils ils ont mesuré la cohésion de groupe, mais ils ont également mesuré la performance. Puis ils ont trouvé que la cohésion mène pas à la meilleure performance, sauf que la meilleure performance mène à plus de cohésion. Donc, la relation, c'est performance qui mène à la cohésion. Par contre, ce qu'ils ont utilisé comme mesure de performance, c'était des mesures individuelles. Donc, c'était des points, des rebonds, toutes les mesures individuelles que tu peux avoir au basketball. Puis, ils ont utilisé l'argument de dire les joueurs au basketball sont évalués par les statistiques individuelles. Donc, puis c'est ça qui détermine le temps de jeu. Donc, c'est ça qu'on a utilisé. Puis, leur argument après ça, ou leur conclusion, c'était les joueurs qui ont des meilleures statistiques individuelles reçoivent plus de temps de jeu, ce qui fait en sorte qu'ils ont une meilleure perception de cohésion de groupe, cohésion d'équipe, elles sont plus impliquées avec le jeu, sont plus impliquées dans l'équipe. Ce qui a bien du sens. Sauf que nous autres, malgré que ce soit une étude qualitative, tous les participants disaient non, la cohésion du groupe est nécessaire pour qu'on performe. On ne pourrait pas performer sans ça. Puis il semblait dire que la relation, il suggérait que la relation était cohésion même la performance. Donc ça a apporté la réflexion à comment ça se fait que dans deux contextes différents de sport professionnel, on a des résultats qui sont un petit peu différents. Puis je pense, puis notre conclusion ou notre réflexion, c'était il n'y a pas de statistiques individuelles sur la ligne à l'attaque. Les seules statistiques qui existent, c'est vraiment des statistiques de groupe, puis tu juges la ligne à l'attaque basée sur des choses comme le nombre de sacs qui sont donnés, puis le nombre de verges au sol, puis toutes ces affaires-là. Donc, vu que c'est pas des statistiques individuelles qui déterminent le temps de jeu, sauf qu'un facteur qui va déterminer le temps de jeu sur la ligne à l'attaque, c'est ta capacité de travailler avec les autres. Que dans un contexte de ligne à l'attaque où est-ce que la performance n'est pas basée sur des statistiques individuelles, la cohésion est certainement importante pour avoir de la performance par la suite. Donc, c'est ça vraiment la conclusion. Fait que c'était basé sur cette étude-là aussi. Puis là, je suis en mode réflexion parce que je me dis, dans le milieu professionnel en ce moment, puis si on pense particulièrement à la NFL, tu as comme tout ce système de notes là, qui est comme public un petit peu, là, les Pro Football Focus, puis tout ce qui va autour de la performance individuelle. Puis l'affaire, c'est que ça, c'est des statistiques, comme on va dire, un peu plus de processus parce qu'on va juger comme l'exécution de ta responsabilité, de ton alignement. Là, mais là, c'est vraiment boiteux ce que je viens de faire comme lien. Là. Mais tu sais qu'en bout de ligne, on fait un lien plus avec la performance de groupe, donc le nombre de verges au sol, le nombre de sacs accordés, et que ça, dans le fond, ça devrait être prioritaire pour la gestion des joueurs de ligne offensive. Super. Puis là, si on reste justement dans les joueurs de ligne offensive puis la dynamique un petit peu, une autre chose que vous mentionnez, c'est qu'il est particulièrement important de maintenir de la stabilité dans l'équipe d'entraîneurs, surtout pour la ligne offensive ou la ligne à l'attaque, comme tu le dis si bien. Donc, pourquoi est-ce que c'est important est-ce que c'est particulièrement important de maintenir la stabilité du coaching staff de la ligne à l'attaque? Ouais, la première chose, c'est ça prend du temps pour que tout le monde comprenne c'est quoi les attentes du coach. Donc ça, c'est la première chose. Puis je pense que si ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre la saison au complet pour savoir c'est quoi les attentes du coach, ou de développer des liens entre le coach puis les athlètes, puis qu'il y a des normes de groupe qui se développent, qui laissent la meilleure performance, qui permettent la meilleure performance du groupe. Donc, s'il y a un coach de ligne à l'attaque qui change à chaque année, puis comme joueur, tu dois apprendre c'est quoi les attentes de ce coach-là, mais tu arrives à un point où est-ce que la majorité de ton temps est passé à essayer de comprendre c'est quoi les attentes du coach et non à performer à ton max. Puis, fait qu'il y a ça pour le coach de la ligne à l'attaque. Puis, évidemment, si on parle de coordinateur offensif, mais si tu changes le système offensif à chaque année, tu passes ton temps à apprendre un nouveau cahier de jeu, à apprendre une terminologie différente. Ça tire du jus, puis ça enlève de l'énergie, puis de l'espace mental qui pourrait être utilisé ailleurs. Et puis là, tu viens de parler des normes de groupe. Ouais. C'est quoi le rôle des vétérans? Puis est-ce que vous êtes penché là-dessus justement de dire, c'est quoi le rôle des vétérans dans l'établissement des normes du groupe?
ça semblait être primordial. Ça semblait être pas mal les vétérans qui avaient le rôle le plus important pour clarifier les normes de groupe. Évidemment, ça part un petit peu du coach. Si tu penses dans une situation au sport universitaire ou même professionnel que tu as le même coach pendant plusieurs années qui est là, si tu as donné l'exemple des Eagles, la Philadelphie tantôt, mais ça peut partir du coach, puis tu as les joueurs vétérans qui comprennent ça, sauf que surtout dans un milieu comme dans la CFL, et les joueurs expliquaient qu'il y avait un roulement de coach. Un moment donné, c'est que les normes du groupe ont besoin de venir des vétérans parce que tu peux pas te fier sur le coach qui change à chaque année. Parce que tu ne sais jamais si le coach va être là l'année d'après. Donc, il faut que ça parte des joueurs. Puis les joueurs qui connaissent le mieux le contexte, qui connaissent ce que ça prend pour avoir du succès sur le terrain, qui connaissent les habitudes de travail nécessaires pour avoir du succès, c'est les vétérans. Donc, faut que ça parte d'eux. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par des normes de groupe? Donc, c'est des comportements qui sont attendus du niveau du groupe. Donc, les rôles, ça serait vraiment, tu parles d'un rôle, ce serait des comportements individuels, des attentes individuelles pour des athlètes. Fait que, par exemple, un leader, là, c'est un rôle de leadership, c'est un comportement individuel. Les normes de groupe, c'est quoi les comportements qui sont attendus du groupe au complet? Fait que, par exemple, est-ce qu'on reste après la pratique, puis on regarde le film, on regarde les bandes vidéo de la pratique immédiatement après la pratique pendant 1 heure pour analyser plus en profondeur ensemble. Ça, ce serait une norme de groupe. Puis, est-ce que ça peut aller jusqu'au point de dire de la façon dont on va exécuter un éducatif? Fait que, mettons, est-ce qu'on le finit, est-ce qu'on fait, mettons, OK, oui, il y a un cône qui est là, puis on va aller une verge plus loin que le cône, tu sais, ça peut aller aussi détaillé que ça. Là. Absolument, oui. Puis ça, pour moi, je pense que c'est important de le souligner parce que des fois, en tant qu'entraîneur, on veut encourager les vétérans à prendre un rôle de leadership. Mais dans le fond, ce que tu viens de souligner, c'est qu'une des choses on devrait encourager, c'est encourager les vétérans à clarifier c'est quoi les normes du groupe au niveau collectif, les comportements attendus pour l'ensemble des joueurs par rapport aux différents aspects pour s'assurer que ce soit le plus rapide possible dans l'intégration. Parce qu'on sait que si les attentes sont claires, ben, généralement, la performance a plus de chances de se réaliser. Oui, absolument. Puis je pense aussi à une autre chose, puis ce que j'ai entendu souvent dans le milieu du sport, puis c'est que souvent, quand il y a des problèmes à l'intérieur d'une équipe, il y a un manque de leadership. Sauf que c'est quand même quelque chose de facile à dire. Hein? Il y a un manque de leadership et un manque de leader, puis on blâme ça sur les leaders. Sauf que le leadership implique influencer du monde vers quelque chose, vers un objectif, vers des normes. Donc, s'il n'y a rien qui est clarifié, s'il n'y a pas d'objectifs qui sont clarifiés, s'il n'y a pas de normes qui sont clarifiées, ben les leaders, ils influencent le monde vers quoi? Vers où? Donc, c'est de donner de la place aux vétérans, de clarifier des normes de groupe, ben, par la suite, ça leur permet d'exercer du leadership. Oui, et ce que tu mentionnes, c'est que les objectifs ou amener les gens vers quoi, c'est pas juste gagner la Coupe Grey ou marquer 30 points par match. Ça peut être influencer les gens à comme rester après la pratique pour regarder les vidéos parce que ça, c'est une des normes de notre groupe. Ça peut être de, hey, nous, quand on finit nos éducatifs, oui, ils disent de faire 5 verges, mais à chaque fois, on va faire 6 verges, tu sais, pour bâtir notre endurance, pour bâtir notre mindset, notre mentalité, etc. Donc, puis ça, je pense que c'est important parce que souvent, ce que j'entends du moins des entraîneurs, quand je les rencontre particulièrement pour les premières fois, c'est que comme, OK, ben non, nous, on en a des objectifs, puis on leur dit que c'est ça les attentes. Un peu, tu leur parles des résultats, tu leur parles de, OK, on veut gagner le championnat, mais les normes sont importantes, puis c'est important qu'on mentionne aux vétérans que tu as un rôle à jouer là-dedans. Oui, parce que ça revient à des objectifs. Tu parles de gagner la Coupe Grey, gagner la Coupe Vanier, puis c'est comme, bravo, c'est l'objectif de tout le monde. T'sais. Fait que ça va pas te distinguer de personne de un, puis de deux, c'est des objectifs de résultats qui ça te donne pas d'informations sur comment te comporter à tous les jours. Fait que quand tu parlais des normes, tu parlais d'aller une verge plus loin, faire des choses de ce genre-là, ça revient à établir des objectifs plus de processus que tu peux faire à tous les jours. Puis je pense que l'entraîneur là-dedans, par exemple le coach d'O-line là-dedans, a un rôle à jouer où est-ce que il y a des objectifs d'équipe, il y a des objectifs de résultats, c'est super important. Après ça, encourager les vétérans, encourager ceux qui sont tes leaders à établir des normes
Mais après ça, de les aider à faire le lien de est-ce que ces normes-là vont nous servir à atteindre nos objectifs de résultats? Puis comment est-ce qu'ils vont nous servir pour tout rattacher ensemble? Oui, tout à fait. Et puis là, tu sais, on parle de cohésion, on parle de cohésion d'un sous-groupe. Avant, puis je t'ai déjà informé de ça, mais avant d'enregistrer des conversations puis de se jaser, j'aime ça tout le temps comme parler à un entraîneur qui pourrait, ou une entraîneur, qui pourrait avoir un intérêt, tu sais, avec le sujet de l'expert invité. Et puis, l'entraîneur en question est un entraîneur de la ligne offensive, particulièrement au niveau collégial. Et puis, sa question, c'était, une de ces questions, en fait, il y en avait 3 excellentes questions, on en a déjà répondu à une, c'est comment mesure-t-on la cohésion au sein d'une équipe et plus spécifiquement au sein d'un sous-groupe comme les joueurs de ligne offensive ou bien les secondaires? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Bonne question. D'un point de vue, si tu veux être le plus objectif possible et vraiment avoir des mesures, il y a des questionnaires qui existent dépendamment du niveau de compétition. Il y en a un qui s'appelle Group Environment Questionnaire, que ça a été établi par Bert Caron dans les 1985, je pense que ça a été établi dans cette année-là. Fait qu'il y a un questionnaire, c'est un questionnaire qui a 18 thèmes dessus, qui mesure on n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais mesure les 4 dimensions de cohésion. Ça mesure la cohésion de groupe. Donc, tu pourrais donner ce questionnaire-là, puis avoir des mesures plutôt objectives sur la cohésion d'un groupe. Maintenant, c'est pas toujours pratique faire ça. C'est pas toujours pratique de donner un questionnaire, puis je pense que si tu veux pas faire ça, une manière peut-être un petit peu plus informelle de voir ça, je pense que c'est regarde comment que le groupe se comporte ensemble. Par exemple, à un camp d'entraînement, puis là, le coach en question, c'est un coach collégial, fait que ça se peut que ce soit un petit peu différent, mais je pense quand j'étais à l'université, quand notre groupe était super cohésive sur la ligne à l'attaque, mais quand il y avait des repas qui étaient donnés à l'équipe pendant le camp d'entraînement, ben, il y avait une table que c'était la ligne à l'attaque. Puis toute la ligne à l'attaque était ensemble, puis il y avait personne d'autre qui allait. Les autres pouvaient se joindre à nous, mais c'était certain que tous les joueurs de ligne à l'attaque allaient être là, puis ça allait être ça. Donc ça, c'est une manière d'observer ça. Est-ce que les joueurs ont tendance à avoir beaucoup d'interactions sociales ensemble à l'extérieur même du terrain? Fait que ça serait peut-être une manière un petit peu plus informelle de regarder ça. Mm-hmm. Puis je pense que en fait, tu me fais plaisir en disant ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur quand on fait, si on prend les termes de recherche, là, une étude à méthode mixte. Je veux dire, quand on combine le quantitatif avec le qualitatif, parce que c'est le quantitatif, donc le questionnaire avec des items puis des scores, etc., ça donne de l'information pertinente et intéressante, mais ça dit pas tout. Parce que tu peux avoir des scores, mais ça va pas en relater peut-être à quel point justement ils vont passer du temps à l'extérieur, ou est-ce que c'est positif ou ils le font juste par obligation. Puis ça, c'est plus le côté qualitatif quand tu observes justement le groupe être un avec l'autre sur la table à la cafétéria, dans les pauses entre 2 pratiques, peut-être dans le camp d'entraînement. Puis ça, je pense que c'est là qu'on a quelque chose de vraiment puissant. Et puis, ce que tu dis pas, puis ça, je veux juste le clarifier, c'est surtout pas de faire un questionnaire à chaque semaine. Il faut trouver des moments pertinents à travers l'année, de dire, OK, hey, on peut faire un questionnaire là, on veut voir dans quelle direction ça va, peut-être même après la 2e, 3e semaine, en milieu de saison, voir, OK, dans quelle direction on s'en va pour le reste, parce que justement, si on revient à ce que tu disais au départ, toi, tu as senti vraiment un crescendo l'année que vous avez gagné la Coupe Vanier. Ben, c'est pas vrai que la cohésion, elle est statique. Puis c'est tout le temps le danger de prendre un point d'information quantitatif puis de dire, ah, là, on a une cohésion de groupe à 6 sur 7. OK. Mais ça évolue à travers le temps. C'est là que le qualitatif vient complémenter un peu tout ça. Exactement. Puis, on l'a mentionné un petit peu tout à l'heure aussi, puis c'est sûr que les performances de groupe vont avoir un effet là-dessus aussi. Puis, quand tu performes mieux, tu as tendance à avoir plus de cohésion de groupe aussi. Donc, il y a ça. Puis une chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est de dire, si tu donnes un questionnaire, tu pourrais avoir des mesures de cohésion qui sont élevées. Tu dis, OK, on a une cohésion de 6 sur 7, ça va super bien. Mais ça se peut que ce soit pas nécessairement positif non plus. Dans le sens que la situation que j'ai décrite tout à l'heure, où est-ce que je parlais de le crescendo de cohésion avec la ligne à l'attaque à l'Université de Montréal, tout s'est fait d'une manière volontaire de la part des joueurs. Donc, tout le monde avait son mot à dire. Tout le monde pouvait donner son opinion.
tu pourrais avoir une situation où est-ce que tu donnes un questionnaire de cohésion puis que la mesure est élevée, sauf que c'est négatif parce que personne n'est nécessairement d'accord, ou il y a du monde qui sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe dans le groupe, sauf qu'il y a un élément de ce qu'on appelle groupthink qui se passe, parce que tout le monde se sent forcé à juste accepter le statu quo. Donc le monde pourrait dire oui, le groupe est super cohésif, on travaille tous dans la même direction, sauf qu'il pourrait y avoir bien des athlètes qui sont pas satisfaits avec ce qui se passe, puis ils ont peur de donner leur opinion sur le sujet parce que, je sais pas, il y a un coach qui est trop autocrate, par exemple. Puis, c'est que dans le fond, tu es forcé à agir dans cette direction-là, tu te sens vraiment obligé. Puis c'est là que ça renvoie, selon moi, au leadership et à la culture qui est établie par l'entraîneur-chef, de dire à quel point c'est démocratique. Puis on n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on fasse voter les joueurs sur toutes les différentes décisions, mais de dire à quel point ils sont considérés et se sentent considérés là-dedans, parce qu'on peut tout faire la même chose, tout rester après la pratique, mais ça ne nous tente vraiment pas, on le fait pas, comme ça devrait te tenter jusqu'à un certain point parce que c'est ton travail, là, surtout au niveau professionnel, mais en bout de ligne, si tu décides de le faire versus si tu te fais dire que c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est pas la même dynamique. Puis là, on revient au jeu de pied tout à l'heure. C'est comme vous avez choisi un jeu de pied, peut-être que vous seriez arrivé au même résultat ou au même choix si ça avait été imposé par le coach, mais c'est beaucoup plus positif parce que vous avez décidé de le faire. Exact. Super intéressant. Ouais. Et puis là, si j'embarque avec la dernière question de l'entraîneur, on y a touché un peu indirectement à travers toute la conversation, mais l'entraîneur veut savoir, il trouve qu'on complimente souvent la cohésion d'une équipe après un événement, que ce soit en lien avec la victoire ou la défaite. On a gagné parce qu'on se serrait les coudes, on a perdu parce qu'on ne travaille pas ensemble. Selon ce que tu as entendu dans ton étude, puis plus tes lectures, plus ton écriture pour ton examen de synthèse, c'est quoi l'impact, toi, ou t'en es où par rapport au niveau de l'impact de la cohésion sur le succès d'une équipe? Ouais, c'est vraiment une bonne question. C'est un sujet qui est assez compliqué, puis je pense pas qu'il y a pas de réponse très, très claire là-dessus, mais on peut en discuter puis mettre de l'avant des hypothèses. Regarde, c'est sûr que, comme on a parlé dans un groupe qui est super interdépendant, la cohésion est importante pour atteindre la performance. Si on pense à la ligne à l'attaque, c'est important. Par contre, c'est certain que la performance mène à une meilleure cohésion aussi. Puis je vais mettre une hypothèse de l'avant. J'ai pensé à ça quand tu m'as envoyé les questions en préparation au podcast. Puis je me suis dit, la cohésion implique les perceptions des individus à comment est-ce que le groupe est tissé serré vers la poursuite de ses objectifs. Fait que ça, c'est une des composantes de la cohésion. Puis je pense qu'il n'y a aucune manière de contourner que dans le sport, un des objectifs, c'est de gagner. Puis un des objectifs, c'est de gagner un championnat. Puis on peut bien dire, on va se concentrer sur le processus, puis on devrait le faire, sauf qu'en arrière-plan, il y a tout le temps, on veut gagner un championnat, puis on veut gagner des matchs. Et c'est un incontournable. Donc, je pense que quand une équipe gagne, et le plus qu'une équipe gagne, le plus que tout le monde croit que l'objectif de gagner est une possibilité. Donc, nécessairement, une cohésion va se créer parce que tout le monde croit dans le potentiel de cet objectif-là. Donc, tout le monde va être aligné vers cet objectif. Donc, je pense que c'est pas négligé. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, puis on l'entend souvent, des équipes qui gagnent un championnat, de dire on a gagné parce qu'on était tissé serré, puis on était super cohésif, puis c'est quel bon groupe, puis ça, puis ça. Puis je dis pas que la cohésion a pas eu un rôle à jouer là-dedans, mais c'est bien certain que le groupe était cohésif si on gagnait un championnat, parce que c'était inévitable. Ouais, c'est comme la cohésion amène plus de résultats, les résultats amènent plus de cohésion. Fait que là, c'est comme un cercle vicieux positif qui amène à ça. Et le danger là-dedans, moi, quand tu penses à ça, je pense à, mettons, certains entraîneurs qui viennent de finir leur saison, qui ont eu des très bons résultats. Mais c'est comme, OK, oui, la cohésion a un impact, mais il ne faut pas donner trop d'importance à ça. Pas que c'est pas important, mais dans le sens que ça n'explique pas tout ce qui s'est passé. Exactement. Vas-y. Exact. Je pense que les deux équipes qui sont en finale, sont dans le championnat national, ou les équipes qui sont dans le dernier 8, tout ça se pourrait très bien que ces 8 équipes-là ont les mêmes niveaux de cohésion. Fait que rendu là, c'est plus la cohésion nécessairement qui explique la victoire ou la défaite. C'est pas parce que tu perds un match 26-23 en finale que l'autre équipe avait plus de cohésion que toi. Là.
Oui, tout à fait, parce que la préparation physique entre là-dedans, la préparation tactique, technique, mentale, name it, tu sais, tout ça. Super intéressant, Marc. Et tout ça m'amène justement aux questions éclairs que je te pose pour en savoir. Tu nous donnes des pistes de réflexion si les gens veulent lire un livre, veulent réfléchir un peu à ce que tu as dit, puis qui nous amène à en connaître un peu plus sur ta personnalité. Comme on est dans le football, je vais commencer avec la dernière question éclair pour toi. Je vais te mettre dans l'eau chaude en partant. Moi, j'aime beaucoup le jeu Start Bench Cut. Parce que ça amène les gens à faire des choix difficiles. Il y en a que je leur propose de faire des choix entre la bière, le vin, le fort et tout ça. Donc, c'est un podcast pour adultes en bout de ligne. Mais ceci étant dit, toi, je t'ai amené un choix un peu plus déchirant à mes yeux. Si tu avais à classer comme partant sur le banc, réserviste ou coupé, les 3 options suivantes. Qui tu mettrais où? Les règles du football américain de la NFL. Donc, on est à 4 essais, 11 contre 11, petit terrain, pas de motion. Règles du football canadien de la CFL et du football universitaire. 3 essais, 12 contre 12, gros terrain avec des motions. Et règles du football canadien au niveau collégial et secondaire. 4 essais, gros terrain, 12 contre 12 avec des motions. Lequel est partant, lequel est réservé, c'est lequel est coupé? Oui, là, tu m'as forcé avec cette question aussi à pas être politically correct. Exactement. Donc, je veux dire, comme partant, étant un joueur de ligne à l'attaque, j'aime bien le jeu au sol, puis je trouve que les règles de la NFL se portent bien à avoir beaucoup de jeux au sol. Donc, je dirais la NFL de justesse sur la CFL. La CFL, ça serait un bench d'abord, mais ça serait de justesse. Ça serait le genre d'affaire que, tu sais, le joueur vient te voir puis il te demande pourquoi je suis benché pourquoi je suis benché puis l'autre gars, il est partant. Tu dis, question de nombre. Vous êtes pas mal égal, il fallait juste prendre un choix. Il fallait juste faire un choix. Voici le politicien, là. Le political correct vient de revenir, là. Fait que bench CFL parce qu'il y a trop de jeux aériens pour un O-line. Puis cut, je dirais collégial secondaire. Moi, je dis, on se décide, là, on joue au foot américain ou au foot canadien. On choisit un ou l'autre, puis let's go. Ah ouais. Moi, c'est super intéressant comme réponse. Puis moi, je rêve là, d'un jour où est-ce que la NFL adopte les règles collégiales secondaires. Ah ouais. Hein? Imagine la NFL, 4 essais, 11 contre 11, mais les porteurs de ballon puis les receveurs qui sont pas sur la ligne de mêlée peuvent faire des motions comme ils veulent. C'est déjà explosif en ce moment, ça serait incroyable. Mais là, je vois déjà les Américains se plaindre. Ils sont pleins quand on a changé la distribution des numéros puis qu'il est tout mêlé. Mais comme imagine comment ça serait dynamique. Tyreek Hill en motion, comme en motion illimitée, name it, ça serait spectaculaire. Mais OK, intéressant. C'est sûr que tu as raison. L'émotion, c'est quand même un bon avantage. Mais j'adore ton point de dire on peut-tu se brancher, là? Comme on joue-tu du 3 essais ou on joue du football? Parce que en bowling, est-ce qu'on fait. On fait pas un ni l'autre, fait que ça probablement que ça nuit au développement dans un certain sens, dans la compréhension de la game 3 essais ou dans la compréhension de la game réelle américaine. Ouais, comme j'ai l'impression puis je pense que l'objectif, il est bon. Je pense qu'il essaye de dire, on a comme on mélange les règles canadiens puis américains pour préparer les joueurs aux deux, puis on se dit, peut-être ça donne plus de chance aux joueurs de se rendre dans la NCAA par la suite, mais ça les prépare quand même pour le foot universitaire au Canada, sauf que je pense pas que ça fonctionne nécessairement. Je pense pas qu'on envoie nécessairement plus de joueurs dans la NCAA parce qu'on joue au football à 4 essais. Je pense que si on veut envoyer plus de joueurs dans la NCAA, jouons au foot américain, 11 contre 11, 4 essais, let's go. Puis sinon, règles canadiennes, comme on fait U-Sport puis CFL. Tout à fait. Super intéressant. Ouais, si je reviens aux questions plus traditionnelles, quel livre que tu as lu et que tu recommanderais peut-être le plus en ce moment? Ouais, je recommanderais... ça reste un petit peu en lien avec la conversation d'aujourd'hui, puis on parlait de normes, puis comment que ça revient, mettons, aux objectifs de processus. Je recommanderais le livre The Score Takes Care of Itself de Bill Walsh. Avec un ancien coach des 49ers, coach légendaire, qui a gagné 3 Super Bowls, qui a créé le West Coast Offense, qui est encore utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, par les Chiefs et d'autres équipes. Donc, vraiment un bon livre sur comment, si tu te concentres sur les processus au jour le jour, les résultats vont venir par soi-même. Puis pour l'avoir lu également dans le temps qu'on avait des livres audio en format CD, donc ça existait pour ceux qui sont peut-être les plus jeunes générations, comme
ça va au-delà du football. Tu parles du West Coast, puis oui, il était avant du West Coast, mais tu vois qu'il était vraiment avant-gardiste dans sa conception du coaching à l'époque. Puis dire qu'il a failli pas avoir la job, là, justement, parce que son ancien propriétaire a appelé, là, selon Michael Lombardi, son ancien propriétaire appelait les autres équipes pour lui dire que c'était un mauvais entraîneur puis de ne pas l'embaucher. Puis il a fallu qu'il refasse son chemin pour trouver lui-même sa voie. Puis c'est vraiment spectaculaire. Ouais. Dernière question pour toi. Je vais aller avec, si tu veux mettre une citation sur un Jumbotron dans un stade de football, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Donc, la citation que je mettrais serait la force du groupe est l'individu et la force de l'individu est le groupe. Puis c'est une citation qui vient de Phil Jackson, ancien coach dans la NBA. Puis je pense que ce que je voudrais que les gens comprennent de ça, c'est que quand tu fais partie d'un groupe, ta contribution individuelle est primordiale. C'est critique que tu contribues le plus possible d'un point de vue individuel pour que le groupe puisse avoir du succès. Sauf qu'en même temps, tes forces individuelles sont augmentées par le reste du groupe, puis tu dois leur faire confiance, puis tu dois travailler avec eux autres pour atteindre les plus hauts niveaux de performance individuelle et collective. Super. Bon, ben on garde ça en tête. Marc, ça nous amène à la fin de notre conversation. Avant que je conclue l'épisode, est-ce que tu as un mot de la fin pour les entraîneurs, les intervenants dans le sport qui nous écoutent? Et puis, comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on a davantage de questions sur tes projets? Ouais, je sais pas si je pense que j'ai pas trop d'autres choses à dire. Je pense que je dirais restez patient, concentrez-vous sur le processus, peu importe c'est quoi le résultat au moment présent. Je sais que des fois, ça peut être frustrant quand il y a beaucoup de défaites, sauf que lâchez pas. Puis si vous êtes confiant dans votre approche puis dans ce que vous faites, juste continuez à persévérer, puis les résultats vont venir. Pour me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, un profil LinkedIn, Marc Glaude, ou sinon par courriel à mon adresse McGill, ce qui est marc.glaude@mail.mcgill.ca. Ben super, on va mettre tout ça dans la description de l'épisode. Marc, merci beaucoup, pour avoir fait un projet appliqué avec le football professionnel. Moi, ça m'intéresse. De deux, d'avoir pris du temps pour venir en discuter, de partager ton expertise. J'apprécie beaucoup. Et puis, j'espère que tout le monde, vous avez apprécié notre conversation sur la cohésion d'équipe. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.